Bonjour à tous. Voilà, avec Monseigneur Chauvel, recteur de la cathédrale, qu'on ne présente plus, avec Christophe Rousseau, le délégué général de la Fondation Notre-Dame, avec le Père Gilles Drouin, qui est chargé par l'archevêque de Paris de réfléchir avec des équipes à l'avenir de notre cathédrale. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin dans ce lieu où il nous semblait nécessaire, 6 mois après l'incendie, de faire le point devant vous sur les projets et les perspectives du diocèse. Parce qu'après l'immense émotion causée par l'incendie, il est bon de faire le point et de nous demander où en sommes-nous. La cathédrale, je le rappelle, mais est-ce besoin de le rappeler, est avant tout une église catholique. Elle est ouverte à tous, et bien au-delà des symboles que chacun a pu évoquer. Catholique veut dire d'ailleurs universel, donc nous sommes assez logiques avec nous-mêmes. De par l'histoire et la littérature, Notre-Dame touche les cœurs partout dans le monde. Nous en avons eu de nombreux témoignages depuis 6 mois, et le monde entier se rendait à Notre-Dame et s'y rendra demain encore. La ville de Paris comptait, avant l'incendie, à peu près 20 millions de passages sur le parvis et un peu plus de 13 millions de visiteurs dans la cathédrale. C'est dire l'immensité des foules passées et donc à venir si on songe au tourisme de masse qui va se déployer de plus en plus. À la suite de l'incendie, le président de la République a souhaité la mise en place d'un établissement public pour conduire les travaux de Notre-Dame. Votées donc par le Parlement, comme vous le savez, l'été dernier, les lois définissant les prérogatives de cet établissement public prévoient qu'un conseil d'administration entoure son futur président, aujourd'hui appelé préfigurateur, le général Georges Lain. L'archevêque de Paris en est membre et il m'a délégué pour l'y représenter. Dans ce conseil d'administration, mon rôle sera donc de faire entendre la voix de l'Église et d'œuvrer dans la confiance et de manière constructive avec les institutionnels représentant l'État, la ville et autres administrations qui y siégeront aussi. Il se trouve que depuis un peu plus d'un siècle, la cathédrale appartient à l'État. Elle est, de par la loi, affectée au culte catholique. Mais bien avant cet épisode historique, elle a toujours été et demeure aujourd'hui le siège de l'évêque. C'est là où celui-ci rassemble les baptisés et où il les enseigne d'une manière privilégiée. Aujourd'hui, inaccessible de manière provisoire, bien sûr, la liturgie se tient donc hors les murs. Mais la cathédrale de Paris est toujours Notre-Dame. Notre espérance est que le culte puisse y être de nouveau célébré dès que possible. Nous sommes réalistes, sans doute pas avant au moins quelques mois. Mais tout de même, il n'est pas nécessaire pour célébrer la messe que la dernière pierre du chantier soit posée. Nous savons célébrer sous les bâches et sous les échafaudages. D'ailleurs, les 130 années qu'ont duré le chantier au Moyen-Âge et la vingtaine d'années du chantier de Viollet-le-Duc au XIXe siècle n'ont jamais empêché durablement les célébrations. Il n'y a donc pas de raison qu'il en soit autrement. C'est bien dans cet esprit que l'archevêque a demandé à ce que des groupes de travail soient constitués sur le diocèse. Ils réfléchissent à préparer, à anticiper la réouverture de l'édifice afin que tout soit prêt le jour J et même pourquoi pas avant. D'autant que depuis 6 mois, beaucoup a déjà été fait. Les compagnons du devoir, les ouvriers et tous ceux qui ont été mobilisés dès le lendemain de l'incendie ont accompli un travail formidable. Ils ont en quelques semaines fait le travail d'une année en temps normal, en consolidant, surveillant, prenant soin de la cathédrale. Nous sommes à leur côté pour les soutenir, afin que leur enthousiasme demeure et qu'ils sachent l'importance de ce qu'ils ont fait et la reconnaissance de l'Église de Paris et au-delà. Enfin, avant de passer la parole à Monseigneur Chauvet et à mes autres voisins, je voudrais lancer, au nom de Monseigneur Petit, un appel à tous les enfants, en France et partout dans le monde. Notre réflexion aujourd'hui vous concerne, car vous serez demain les jeunes et les adultes qui viendraient à Notre-Dame, restaurés et dont les portes vous seront grandes ouvertes. Alors, cet appel est très simple. Il consiste à leur demander de nous envoyer leurs dessins. Dessiner Notre-Dame, l'église que vous connaissez ou l'église que vous imaginez. Envoyez-nous vos dessins avant le 1er mars 2020. Ils seront sélectionnés et imprimés sur les bâches du chantier au moment du premier anniversaire de l'incendie, le 15 avril prochain. Et puis d'autres
seront sans doute publiés aussi dans un ouvrage qui pourrait paraître à cette occasion. L'adresse où envoyer tous ces dessins, elle est simple. C'est là où nous sommes, opération Décide-moi Notre-Dame, 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75 004 Paris. Et je passe maintenant la parole à Monseigneur Chauvel, le recteur de la cathédrale. Eh bien, que vous dire? La cathédrale est encore debout. On est toujours dans la première phase, qui est la phase de sécurisation, qui prend un peu plus de temps que prévu, puisque j'espère que l'échafaudage qui est soudé sera retiré pour mars ou avril. Ensuite arrivera la deuxième phase, qui est l'étude un peu de l'état des lieux, et donc c'est là où on pourra faire le diagnostic et on pourra se rendre compte des frais, combien va coûter cette restauration. La troisième phase, qui commencera en 2021, sera la phase de restauration proprement dit. Que fait le recteur? Bien, le recteur, il est souvent le long de la rue du Cloître Notre-Dame, il est aussi dans la basse vie, il est proche du personnel, il est proche des ouvriers, des compagnons, des architectes, des patrons des entreprises. Il est proche aussi des employés de la cathédrale. Voilà, je fais un travail de pasteur. J'essaye aussi de m'occuper des commerçants, car c'est pas facile pour eux. Et je suis là pour être à côté d'eux et puis leur donner une parole d'espérance. Vous le savez, parce que je l'ai évoqué plus d'une fois, mon souhait c'est qu'on puisse animer un peu plus notre quartier qui est mort, et donc comment l'animer. Je suis persuadé que si on redonne vie un peu au parvis, j'ai évoqué la présence d'une copie de la Vierge du Pilier, que ça soit un lieu non pas de pèlerinage uniquement, mais parce que je vois les touristes, vous savez, le long de cette barrière où malheureusement on ne voit même pas la façade de Notre-Dame, qui puissent accéder pour contempler et voir ce miracle. Car la façade que vous voyez, elle a failli disparaître sous nos yeux, et c'est grâce aux pompiers, et en éteignant la tour nord, que la façade est toujours debout. Donc je souhaite que les fidèles, comme les visiteurs, comme les touristes, les passants, qui puissent voir. Pour cela aussi, on arrive en hiver, et naturellement, à partir de 16h, il commence à faire nuit. J'ai demandé s'il était possible d'éclairer la façade. C'est une autre façon de donner vie et de permettre aux commerçants aussi de pouvoir vivre ou revivre. Le bourdon, vous l'avez entendu peut-être à l'enterrement du président Chirac, on l'a fait manuellement, mais je crois que c'était important qu'on puisse entendre le bourdon, parce que ça veut dire que la cathédrale est toujours vivante, même si elle est blessée. Et puis, nous allons mettre en place un site internet qui permettra de voir un peu l'évolution des travaux, parce que beaucoup de gens nous demandent, mais on en est où? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Pourquoi ça ne va pas si vite? Voilà, je suis patient, alors que ce n'est pas ma vertu première, mais grâce à Notre-Dame, je découvre la patience. Comme vous, j'aimerais bien entrer le plus vite possible dans la cathédrale, mais je crois qu'il faut attendre pour que on puisse chanter un Te Deum quand ça sera le moment avec des trompettes. Pas trop fort parce que je ne voudrais pas que les voûtes tombent, mais on fera attention. Alors, Monsieur Christophe Rousseau, délégué général de la Fondation Notre-Dame, tout cela évidemment coûte, et il y a des sous qui sont nécessaires, et la générosité de beaucoup qui y contribuent. Bonjour. La Fondation Notre-Dame est beaucoup plus jeune que la cathédrale, puisqu'elle n'a que 27 ans. Et elle s'occupe de familles en difficulté, de jeunesse, d'éducation, de culture et aussi de patrimoine. Et elle a sous son égide, elle abrite une fondation qui s'appelle Avenir du patrimoine à Paris, qui s'occupe d'une douzaine d'églises à Paris, avec la ville. Et puis il y a aussi la cathédrale, qui est devenue, après l'incendie, un fonds cathédral de Paris, sous égide de cette Fondation Notre-Dame.
Où en sommes-nous aujourd'hui? La Fondation Notre-Dame, à travers son fonds cathédral, a collecté 37 millions d'euros qui proviennent de 47 000 donateurs français et étrangers. Combien de pays représentés? 109 pays dans la base. C'est dire l'extrême diversité que chacun a compris dans l'élan incroyable qui a traversé la planète. À ces 37 millions, il faut ajouter 360 millions de promesses de dons, ce qui nous amène au total à 380 millions de promesses de dons. Mais le point clé à repérer aujourd'hui, c'est que la plupart de ces promesses sont devenues des engagements. C'est quoi la différence entre une promesse et un engagement? La promesse, comme on le dit parfois, n'engage que celui qui l'écoute. Nous avions tout à fait confiance dans les promesses qui nous ont été faites. Elles étaient confirmées par des mots, mais depuis ces dernières semaines, nous avons travaillé à des conventions ou à des fondations sous égide de la Fondation Notre-Dame qui sécurisent complètement ces versements successifs. Alors, il s'agit, vous le savez probablement, donc, de M. Bernard Arnault et sa famille, qui ont apporté 100 millions d'euros. Alors, le groupe LVMH, par ailleurs, a apporté 100 millions d'euros. Mais je distingue dans un premier temps le groupe des familles, donc la famille Arnault, pour 100 millions d'euros. Je les cite par ordre alphabétique. Hein. Donc, chaque euro compte, c'est aussi un message très important à relayer. La famille Bouygues a apporté 10 millions d'euros à travers une dotation sous égide de la Fondation Notre-Dame, en créant une fondation famille Bouygues. La famille J.C. Decaux, les 3 fils de Jean-Claude Decaux, ont décidé d'apporter 10 millions d'euros. Et la famille Pinault, vous le savez peut-être, François et François-Henri Pinault, ont apporté 100 millions d'euros. Ce sont des familles célèbres, importantes, qui ont mobilisé beaucoup de fonds. Mais il faut aussi comprendre que beaucoup de familles se sont mobilisées à travers le monde. Nous avons reçu des courriers incroyablement émouvants de gens qui n'ont absolument pas d'argent et qui ont réuni 1 euro par membre de la famille. Et ça a fait 10 euros et il ne faut pas oublier ces familles-là pour autant. En ce qui concerne les entreprises, toujours par ordre alphabétique, AXA crée une fondation d'entreprises sous égide de la Fondation Notre-Dame et la dote de 5 millions d'euros. LVMH, déjà cité pour Arnaud, donc, apporte 100 millions d'euros, c'est le groupe LVMH. La Fondation Michelin apporte 1 million d'euros, donc on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, mais ce sont toutes ces additions évidemment qui constituent ce fleuve. Il faut aussi citer Forestia, Bureau Veritas, Biomérieux et 170 PME et TPE qui se sont mobilisés pour l'église cathédrale de Paris. À ceci, il faut ajouter une trentaine de collectivités. La région Île-de-France a voté au mois de juin, vous le savez peut-être, 10 millions d'euros. Et nous travaillons actuellement une convention avec Mme Pécresse. Le Conseil régional de Hauts-de-France a choisi une formule originale. Il nous a dit, moi je vais vous donner 1 euro pour tout euro donné par personne de la région. Et nous avons fait les comptes, 2044 donateurs exactement de la région des Hauts-de-France nous ont donné un peu plus de 500 000 euros. Et donc la région Hauts-de-France abondera d'autant ce qui a été versé par leurs habitants. Et puis une trentaine de communes, je n'ai pas le temps de les citer, d'importance diverses sur des montants assez différents. Voilà, tout ceci représente la collecte de la Fondation. Nous sommes certainement beaucoup plus inquiets sur la réalité de l'édifice et ce qui vient d'être exprimé rapidement que la réalité de ces promesses qui constituent des engagements forts et qui sont une partie de ce dont l'établissement public aura besoin pour restaurer la cathédrale. Nous avons 2 opérations, je termine par là, qui sont intéressantes. D'abord, une vente aux enchères à Genève d'une médaille qui a été retrouvée, une médaille d'or offerte par Napoléon III à Viollet-le-Duc pour le remercier. Elle sera vendue aux enchères le 18 novembre. Vous avez un communiqué qui se trouve sur la table du fond. Et une vente aux enchères à Paris, en salle Rossini, d'un certain nombre d'œuvres. Toutes ces initiatives-là, évidemment, concourent à augmenter la collecte en faveur de la cathédrale. Merci Christophe. Je passe la parole au Père Gilles Drouin, donc Père Gilles Drouin, qui est professeur de liturgie, qui enseigne la liturgie, qui est un expert en la matière à l'Institut catholique de Paris, et que donc l'archevêque de Paris, Monseigneur Petit, a appelé pour constituer autour de lui un certain nombre de groupes de travail dont il va maintenant vous expliquer la teneur et les perspectives.
Voilà, donc j'ai été appelé par l'archevêque pour constituer et piloter un groupe qu'on appelle l'Atelier Notre-Dame, destiné à réfléchir à l'avenir liturgique, mais également culturel de notre cathédrale. Ce groupe regroupe des urbanistes, des architectes, des historiens de l'art, des théologiens, des pasteurs, donc il est très pluriel, très interdisciplinaire, et on a identifié 4 champs de réflexion qui correspondent chacun à un groupe de travail. Le premier concerne l'aménagement liturgique de la cathédrale. C'est le cœur de notre travail, car la liturgie, c'est ce pourquoi notre cathédrale a été construite, et évidemment, elle demeurera fondamentalement un lieu liturgique. Mais nous avons la possibilité et le devoir de, alors je mets d'énormes guillemets, de profiter de la situation actuelle pour faire le bilan de ce qui fonctionnait, de ce qui fonctionnait moins bien dans notre cathédrale et de faire des propositions. Le second chantier concerne l'accompagnement des 13 millions de visiteurs, on en parlait, qui visitent la cathédrale et déambulent, vous savez, ils tournent autour de cet espace liturgique. 13 millions et probablement plus quand la cathédrale sera rouverte. Que leur proposer, comment accompagner leur visite pour les aider à entrer dans le mystère propre de cet édifice. Ce travail concerne en particulier l'aménagement des 26 chapelles qui forment une couronne autour de la cathédrale et devant laquelle ces visiteurs passent. Comment organiser? Eh bien, voilà, un parcours avec des dimensions d'accueil. On accueille beaucoup dans la cathédrale, de prière, ces dimensions culturelles pour proposer un véritable parcours mystique pour aider à entrer dans le mystère de Notre-Dame. Le troisième chantier concerne l'accueil de ces mêmes visiteurs avant qu'ils n'entrent dans la cathédrale. Il y a bien sûr d'importantes questions logistiques, de sécurité, par les temps qui courent, c'est fondamental, mais également des questions très concrètes, on n'a pas de toilette, alors qui doivent être repensées. Il y a aussi et surtout une nécessité, en amont de la visite, eh bien, d'aider les visiteurs, encore une fois, à comprendre ce qu'est une cathédrale, pourquoi elle a été construite, quel est son sens et sa raison d'être au cœur de notre ville, mettre des mots, des images, raconter des histoires sur cette incroyable émotion qui nous a tous bouleversés il y a 6 mois, et largement, évidemment, au-delà des sols catholiques. Le dernier chantier concerne le lien de la cathédrale avec la couronne d'église qui constelle l'hypercentre de Paris. Je ne suis pas urbaniste, mais on m'a parlé d'hypercentre, donc j'utilise le mot maintenant. Paris change, et nous, le diocèse de Paris, nous ne pouvons penser notre présence comme avant. Nous travaillons à la mise en réseau de ces lieux, nos églises souvent exceptionnelles, afin de repenser notre manière d'être une présence chrétienne au cœur d'une ville-monde comme Paris, à l'heure du tourisme de masse. Ça ne sont pas des questions théoriques. On travaille par exemple à la prise en compte du changement de profil de nos visiteurs, avec entre autres la croissance de la part des visiteurs d'origine asiatique, donc de cultures très éloignées des cultures judéo-chrétiennes, de nos visiteurs traditionnels. Il y a 30 ans, quand la cathédrale a été réaménagée pour la dernière fois, c'était essentiellement des visiteurs européens et américains. La cathédrale est et demeurera un espace catholique, et donc parce que catholique, Monseigneur de Sinétil rappelait, eh bien ouverte à tous. Mais comment doit-on dire et peut-on dire ce qu'est une cathédrale, son sens profond, à l'heure du tourisme de masse et de la mondialisation? Autour de la question liturgique, qui demeure donc le cœur battant de notre travail, eh bien ce sont toutes ces questions qui nous occupent à l'atelier Notre-Dame. Ce dont il s'agit finalement, alors c'est peut-être un peu pompeux, mais c'est ce dont il s'agit réellement, c'est de penser la cathédrale Notre-Dame pour le siècle qui vient.